Bonjour à tous, moi je m'appelle Elliot Boucher, je suis cofondateur de EduSign. EduSign qui est une solution de dématérialisation des feuilles de présence, des questionnaires en ligne et également des documents. Donc si vous avez des documents administratifs à faire signer pour vos formations, c'est avec nous que ça peut se faire. Mais aujourd'hui on ne va pas parler de ça, aujourd'hui on va laisser la place à Afifia et à Canva qui va nous présenter comment on peut utiliser les outils de Canva et le design de manière générale pour améliorer ses formations. Donc, Afifia, je t'en prie, je te laisse désormais la main. Oui, alors bonjour tout le monde, donc je m'appelle Afifia, je suis responsable communication chez Canva France et plus précisément je m'occupe de la création de contenu et je vais aujourd'hui vous parler de la façon dont le design peut servir et faciliter l'apprentissage. Je vais déjà commencer par vous partager mon écran, donc vous allez me dire si vous voyez bien. Ah, alors en fait, Elliot, j'ai un message qui me dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran Très bien, par les alors participants. je te donne ça, une petite seconde. Alors, Afifia. Laetitia dit qu'il y a un problème de son. Est-ce que c'est un problème de son qui demeure? Je ne pense pas qu'il y ait de problème de son. S'il y a un problème de son, n'hésitez pas à le signaler de manière générale Ok. sur EduSign. Mais voilà, je vais mettre All Panelists. Voilà, tu devrais avoir le droit maintenant. Je te laisserai essayer. Alors, Le son est oui, OK, c'est bon. pas de mon côté. Ouais, Ouais, donc le, c'est le bon. son est bon, c'est bon, on est bien entendu. Ok. Donc c'est Alors, bon, tu as hop, la main et donc c'est parti. je vais essayer de cacher. Voilà, c'est bon. Alors, comment rendre un contenu pédagogique attrayant? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. La question en fait de la pédagogie, de l'apprentissage, elle est extrêmement importante pour nous chez Canva. Et pour ceux qui connaissent pas Canva, donc on est une plateforme de conception graphique qui a la particularité d'être facile à utiliser et elle est utilisée par un panel d'utilisateurs très large et notamment un grand nombre d'enseignants et de formateurs. Le lien entre Canva et la pédagogie, il n'est pas anodin parce que la créatrice de Canva, Mélanie Perkins, elle est australienne, donc c'est une entreprise qui est australienne à la base. Et en fait, elle a commencé sa carrière en étant enseignante et en donnant des cours de graphisme à l'université. Elle s'est rendue compte que ses élèves mettaient en moyenne entre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à ne serait-ce que comprendre les boutons et toutes les fonctionnalités des outils de création graphique classiques. Et donc, elle s'est mise à réfléchir à un outil qui serait aussi intuitif, aussi facile à utiliser que nos smartphones ou que les réseaux sociaux qu'on est habitué à avoir sur nos téléphones. Et donc, son fiancé étant ingénieur, ils ont développé ensemble une plateforme de création qui puisse permettre à n'importe qui, quel que soit son niveau graphique, de créer du contenu. Et pour ça, on fait un focus très important sur le mode de transmission, l'intuitivité, pour faciliter justement cette identification entre le contenu et l'individu. Donc, en ce qui concerne le design, je pense qu'on peut commencer par une petite définition rapide. Le design et le design pédagogique ont à peu près la même définition. On croit très souvent que quand on parle du design, on parle d'une discipline qui s'intéresse uniquement à l'aspect visuel, qui s'intéresse uniquement à l'embellissement d'un contenu, d'une image, alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, le design et le design pédagogique sont tous les deux une discipline qui est un processus de pensée, un processus de réflexion qui va viser à apporter des solutions, à simplifier les choses. Alors, pas simplifier les informations, mais simplifier les médiums, c'est-à-dire les modes de transmission de cette information. Donc, c'est une discipline également de simplification des pratiques de travail et de transmission, comme je viens de le dire. Et ça se fait à travers la mise en place de supports visuels et d'automatismes qu'on va établir, qu'on va essayer de suivre pour favoriser et fluidifier l'apprentissage. Alors, avant d'aller plus loin, je pense que c'est important d'essayer de comprendre où on se trouve en fait dans le rapport à l'image de l'humanité aujourd'hui. Je vais passer ça très rapidement, je vous rassure, mais je pense que c'est important parce que on croit qu'on est dans une époque où l'image est la plus importante, qu'on n'a jamais été autant obsédé par l'image, ce qui est complètement faux. Le rapport à l'image, l'obsession à l'image, elle est inhérente à l'être humain, elle est en nous, elle est dans notre ADN, et elle commence déjà à l'ère préhistorique, où dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'art rupestre, les hommes préhistoriques dessinaient déjà sur les parois des murs des cavernes, non pas pour passer le temps ou pour faire joli,
mais pour justement organiser la vie de la société, de la cité, pour transmettre des informations, pour s'organiser autour des chasses, autour du quotidien. Donc, on voit déjà que le rapport au visuel, c'est une aide, un intermédiaire qui est déjà inhérent à l'être humain. L'imprimerie a évidemment été une révolution, un accélérateur dans la transmission des connaissances. On est ensuite passé à la télévision qui a carrément apporté, incrusté l'image dans nos cerveaux, dans nos esprits. Et aujourd'hui, on est à l'ère du digital. Et cette ère du digital, elle est particulière parce qu'elle contient en son sein plusieurs ères que nous n'avons pas fini de traverser. Donc, on sait que là, en ce moment, on est dans une période de transition. Et le digital, ce que ça a fait et ce que c'est en train de faire, c'est que ça modifie notre façon de consommer l'information, notre façon d'apprendre. Et aussi parce que les informations sont accessibles très facilement, très rapidement. Donc, le cerveau est de moins en moins patient. Et en ce qui concerne aussi le digital et le rapport à notre smartphone, le rapport à l'image a changé. Le rapport à la mémorisation aussi a changé. Et par contre, ce qu'on sait et ce qu'on a pu observer, c'est qu'on est beaucoup plus sensible à l'aspect ludique et à l'aspect intuitif de l'information et de l'enseignement. Donc la question aujourd'hui, c'est que comme on est dans une période de transition qui n'est pas terminée, qui n'est pas encore définitive, la question c'est comment transmettre et enseigner en 2020. Comment on fait pour transmettre, pour inspirer, pour donner une information et faire en sorte que celle-ci soit retenue, alors qu'on vit dans une époque où les informations passent très vite, où on a un réel problème de mémorisation et de concentration. En ce qui concerne le design pédagogique, il y a 3 principes référentiels qui sont extrêmement importants et qu'on utilise, nous, chez Canva, qui font partie de notre ADN et auxquels nos techniciens sont très sensibles dans le développement de la plateforme technique de Canva. C'est l'empathie, la communication et l'intuitivité. Ces 3 éléments, ce sont 3 éléments avec lesquels il faut commencer quand on envisage une stratégie de design pédagogique ou de pédagogie visuelle. L'empathie, elle se retrouve dans le principe d'égalité. On n'est plus aujourd'hui dans une position éducative, pédagogique, qui représenterait un sachant et un ignorant. On est aujourd'hui dans une position d'égalité, c'est-à-dire que même lorsqu'on fait une formation quelque part, même lorsqu'on est élève, on n'est pas dans cette position d'infériorité par rapport à l'apprenant. Et donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé et qui a été apporté justement par l'ère du digital et qui est de plus en plus net. Ça a provoqué énormément d'avantages, de bénéfices, notamment ce qu'on pourrait appeler, même si ce n'est pas vraiment ça, mais on va dire un apprentissage continu, ou plutôt une curiosité continue, c'est-à-dire qu'on apprend continuellement, avec deux personnes à compétences égales. Celle qui va s'en sortir le mieux aujourd'hui, c'est celle qui va maintenir le fil de la formation permanente, puisque nos supports changent de façon continue. Je le rappelle, on est dans une période de transition, donc nos supports changent, et en même temps que nos supports changent, les attentes changent. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans une accélération de la connaissance, dans une réelle transformation de ce qu'on pourrait appeler l'économie de la connaissance. En ce qui concerne la communication, elle est en lien ici avec la relation. Établir une relation, c'est quelque chose auquel on ne pensait pas forcément dans les modes d'apprentissage et d'enseignement classiques, traditionnels. Aujourd'hui, la relation, elle est primordiale parce qu'il ne suffit pas uniquement d'avoir un cours qui est bien élaboré, il faut également pouvoir établir une relation. Je pense qu'on a tous le souvenir d'un professeur ou de plusieurs professeurs qui nous ont marqués. S'ils nous ont marqués, ce n'est pas uniquement parce que leur cours était bien équilibré, bien fourni. Ils nous ont marqués parce qu'il y avait quelque chose d'autre. Et cette autre chose, en fait, c'est en lien avec la personnalité, avec le rayonnement, avec ce qui pouvait apporter d'humain en même temps qu'il transmettait. Et donc, établir une connexion humaine dans le design pédagogique, et quand on veut créer un visuel pédagogique, c'est une donnée qu'on doit avoir en tête. C'est aussi ce qui va déterminer la force d'influence, c'est-à-dire la façon dont vos élèves vont retenir votre propos. Et puis enfin, la question de l'intuitivité, le dernier principe, l'intuitivité, il est lié à la facilitation, c'est-à-dire faire en sorte de faciliter l'apprentissage, de faciliter la compréhension. Et là encore, à une ère où
on est assailli d'informations, d'un trop-plein d'informations. Il est important de privilégier la qualité à la quantité, de travailler, de procéder à un effort de synthèse et de sélectionner en fait les informations. Il vaut mieux faire un cours avec 4 ou 5 modules ou un module avec 4 ou 5 concepts clés plutôt que de les enchaîner et de perdre la concentration puisque aujourd'hui, on est face à un syndrome qui nous touche tous, qui est le syndrome de la déconcentration et qui est généré par notre rapport au smartphone, par notre rapport aux écrans en règle générale et qui a transformé notre cerveau, en tout cas la partie cognitive et l'approche qu'on a envers les visuels, envers les textes, et même l'approche visuelle, l'approche uniquement en lien avec l'image. C'est-à-dire qu'on est très sensible à la structure d'une image, à la structure d'un texte, à la façon dont on va organiser, aligner un bloc de texte. Et ce sont des choses qui se sont développées en réflexe pavlovien depuis qu'on utilise nos smartphones. Et du coup, on a un réel problème de concentration. Et pour pallier à ça, il y a une solution. On peut y pallier par la création de contenu. La création de contenu, c'est un outil, un élément, un aspect du travail, du design pédagogique sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, puisque c'est un peu notre spécialité. Et juste avant d'aller plus loin, je vais vous donner un exemple. Lorsque, par exemple, vous allez sur Instagram et que vous faites scroller, vous faites défiler le feed, vous allez voir tout un tas d'images d'inconnus. Qu'est-ce qui fait que vous allez cliquer ou pas sur une image? Qu'est-ce qui fait qu'une image va attirer votre attention ou non? C'est un secret qui n'est pas vraiment inconnu, que l'on comprend, qui en fait, c'est une réaction du cerveau à tout ce qui relève de l'harmonie. Le cerveau réagit à ça. Et donc, du coup, s'il y a une image, vous faites défiler le scroll avec énormément d'images, l'image qui va retenir votre attention, c'est celle qui va marquer votre cerveau parce qu'elle va respecter certaines règles d'harmonisation de base du visuel. Et c'est encore plus important en ce qui concerne le visuel pédagogique. Les 3 éléments de la création de contenu, c'est le format, la typographie et la couleur. On va commencer par le format. En termes de format, donc, sur Canva, on a plusieurs templates, plusieurs modèles qui sont parmi les plus utilisés par les formateurs et les enseignants. Alors, quand je parle d'enseignants, je parle d'enseignants pour adultes. Donc, du coup, je vais vous présenter rapidement 7 modèles, les modèles les plus populaires sur notre plateforme, et puis les plus populaires en général d'ailleurs. On va commencer par la présentation, évidemment, quand on donne des formations ou quand on donne des MOOC, par exemple, quand on crée des MOOC, la question de la présentation, elle est fondamentale. On a un grand nombre de templates de présentation qui sont tous customisables, que vous pouvez utiliser pour vos présentations, pour vos cours, pour vos documents de travail, pour vos dossiers. J'ai mis ici, en fait, en hashtag, les mots-clés que vous pouvez utiliser sur Canva pour retrouver ces modèles-là. Donc, en gros, vous les rentrez dans Canva et vous pouvez directement y accéder. La présentation, chez nous, même chez Canva, on l'utilise quotidiennement dans notre travail. C'est un outil de travail, un outil de brainstorming très important qu'on utilise également pour former les autres membres de Canva quand il s'agit de campagne, quand il s'agit de fonctionnalités. Donc, c'est un support qui est très, très important chez nous et qu'on a tenu à développer, notamment en ajoutant la vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez insérer vos propres vidéos, vos propres présentations, vous pouvez vous filmer et les insérer dans un template de présentation pour apporter une identité visuelle, pour apporter une personnalisation. C'est une fonctionnalité qui est très appréciée. Évidemment, la question de la personnalisation de la vidéo ou du contenu en général, hein, quand il s'agit du contenu pédagogique, elle est très importante. Nous, on incite énormément les enseignants et les formateurs à personnaliser leur contenu, à ne pas avoir peur de s'insérer dans des cadres comme ça qui sont dynamiques parce que déjà, ça a une valeur qualitative, ça a surtout une valeur ludique et la vidéo, toujours en lien avec l'ère du digital, apporte une animation qui va stimuler le cerveau et qui va ancrer la mémorisation et l'information. Je précise aussi que
en parlant des présentations, que vous pouvez enregistrer vos présentations sur Canva. Vous pouvez enregistrer vos audios si, par exemple, vous souhaitez créer une présentation ou une formation que vous souhaitez peut-être partager par newsletter ou par emailing. C'est tout à fait possible de l'enregistrer en vidéo et en audio sur Canva. Un autre template qui est très populaire, c'est l'infographie. Donc, je pense que l'infographie, vous voyez un peu ce que c'est, toujours dans le lien avec l'aspect ludique, avec la simplification, avec l'idée de créer du mouvement dans la transmission de l'information. L'infographie est un support, un modèle qui est très utilisé parce que facile à customiser. C'est une façon très simple de rentrer les informations et de leur donner une cohérence. On trouve également des diagrammes, donc tout type de diagrammes que vous pouvez également utiliser. On a également des plannings, des plannings éducatifs, des plannings professionnels que vous pouvez imprimer ou partager en digital. Alors là, je vous ai partagé le brainstorming, ce template de brainstorming parce qu'on sait que beaucoup de formations l'utilisent en groupe. C'est un super outil pour travailler en groupe. Là, c'est un exemple de template de brainstorming où vous pouvez ici entrer le sujet majeur, le thème du jour, et chaque personne a un post-it et entre toutes ses idées voilà, sur chaque post-it. Donc, en gros, c'est une bonne façon de centraliser très rapidement toutes les idées et de travailler ensemble surtout. Un autre outil qu'on utilise également, c'est le mood board. Une fois que vous avez fait votre brainstorming, vous pouvez travailler en classe, en groupe, en utilisant un template de mood board, disperser, créer un tableau et assigner chaque tâche à chaque membre de votre groupe ou de votre classe. C'est un outil qu'on utilise également beaucoup sur Canva. Et enfin, je voulais aussi vous présenter comme template la carte mentale. Alors, les cartes mentales, ou le mind mapping, c'est un outil que nous, on aime beaucoup chez Canva et qu'on aime aussi beaucoup utiliser parce que ça renforce en fait le cerveau, ça apporte le mouvement des informations, ça crée une hiérarchisation qui est naturelle pour le cerveau. Et puis, en dehors de l'aspect gaming et ludique qui est recherché et qu'on tend à favoriser dans l'apprentissage, c'est que ce qu'on retrouve dans la carte mentale, c'est exactement ce qu'on retrouve dans un design réussi. C'est-à-dire que, comme pour la carte mentale, il faut penser toujours à cette notion de hiérarchisation de l'information et éviter tout ce qui est figé, tout ce qui est en bloc, parce que encore plus aujourd'hui, avec l'accélération de notre consommation d'informations et d'images, le cerveau a tendance à buter, à peiner et surtout il perd patience lorsque le support de travail manque d'harmonisation. Il n'y a rien de mieux que d'utiliser tout ce qui est ludique, tout ce qui est organisation spatiale d'un visuel pour faciliter la mémorisation et même la présentation des concepts. En parlant de hiérarchisation, ce qu'on va retrouver justement dans la carte mentale, c'est-à-dire les éléments de hiérarchisation qui aident le cerveau à comprendre intuitivement une information et l'organisation d'une information, c'est ce qu'on retrouve également dans la hiérarchisation d'un visuel simple, quel qu'il soit, pédagogique ou non. C'est-à-dire que la hiérarchisation permet de structurer la pensée. Donc là, ici, on va voir que dans la première image en haut à droite, on voit que l'image à gauche est beaucoup plus agréable à l'œil, beaucoup plus ludique que celle de droite qui paraît beaucoup plus contraignante pour le cerveau. Donc en fait, l'idée d'amusement, de prendre du plaisir, c'est une notion qui est aussi majeure dans le design pédagogique. Alors, on va parler très brièvement du texte et de la typographie. Une erreur que beaucoup font, c'est de multiplier les typographies ou de multiplier les polices lorsqu'ils font un texte. Nous, on préconise de ne jamais utiliser plus de 2 polices différentes, en sachant que pour chaque police, vous pouvez jouer avec les maigres et les gras pour alterner. Vous pouvez aussi jouer avec l'écriture manuscrite et l'écriture typographique. Faites en sorte d'utiliser des polices qui soient faciles à lire. Je vais vous en présenter certaines. Alors, il y a 2 grandes catégories de typographie. Il y a la typographie sérif et celle qui est sans sérif. La typographie sérif, elle correspond plus à une typographie qui est traditionnelle, qu'on trouvait notamment dans les manuels éducatifs
traditionnelle et qu'on trouve encore d'ailleurs aujourd'hui dans ce genre de manuel. C'est une typographie qui inspire voilà, l'autorité, la grandeur, le respect, la tradition. Donc, on est vraiment dans une approche très, très classique. Aujourd'hui, il y a une libération de la typographie. C'est comme si la typographie s'était libérée justement des traits qu'on trouve ici dans la typographie sérif. En fait, la typographie sérif, on voit que les lettres se terminent avec un empattement qui représente en fait la marque du stylo plume des écritures anciennes. Et dans l'écriture sans sérif, justement, cette marque, cet empattement disparaît pour libérer un petit peu cette typographie. Et donc, cette libération, elle se reflète aussi par une simplicité, par une objectivité, par quelque chose de plus moderne, par une écriture qui est plus moderne. On vous recommande une typographie sans sérif. On sait que le cerveau y est plus sensible aujourd'hui. Alors, il y a voilà, deux grands types aussi de police. Il y a deux grands types d'écriture, plutôt l'écriture typographique et l'écriture manuscrite. Et là, je vous invite à faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Ça, c'est nos polices qui sont les plus populaires. Donc, on les a présentées de la plus classique à la plus créative, la plus originale. On va passer à la colorimétrie, qui est ma partie préférée, pour ne rien vous cacher. La couleur, c'est une des erreurs les plus courantes qu'on observe en visuel, et y compris sur les visuels et sur les documents de formation, ce qui est très, très dommage parce que la couleur, c'est le premier vecteur de sensibilisation du cerveau lorsqu'il est en face d'un visuel, d'une image. Donc, louper sa couleur, c'est réduire de façon plus ou moins importante la portée et la valeur de votre propos et de votre cours. Donc, quand on parle de couleur, on parle d'abord de complémentarité. Il est important de connaître cette roue de la complémentarité, idéalement pour faire un visuel qui est contrasté, c'est-à-dire un visuel qui va capter l'intérêt, qui va vraiment capter l'œil. On fait en sorte d'utiliser des couleurs qui sont complémentaires et donc qui sont complémentaires sur la roue colorimétrique que voici. Je rappelle aussi que tout à l'heure, pour reprendre l'exemple du compte Instagram, quand on défile un compte Instagram et qu'on a beaucoup d'images, il y a de grandes chances, d'ailleurs 90% du temps, lorsqu'on va cliquer sur une image plutôt que sur une autre, c'est parce qu'elle a un contraste qui capte l'œil, et donc l'œil est sensible. Donc la question du contraste, elle est importante et elle s'assure par le biais de la complémentarité. Chaque couleur a une signification. Et alors, je sais que beaucoup pensent que c'est de la fioriture, que c'est quelque chose de complètement… que c'est de l'astrologie. Ce n'est pas de l'astrologie. La signification de la couleur, c'est quelque chose qui est prise très au sérieux par les plus grands cabinets de communication du monde depuis toujours. C'est d'ailleurs un des fondements de la publicité, c'est-à-dire on ne choisit pas les couleurs des paquets de cigarettes, des paquets de pâtes et de n'importe quel autre produit par hasard. C'est très souvent des couleurs qui sont reliées à une signification. Pareil pour les couleurs des partis politiques. Ce n'est pas pour rien si les partis de droite tournent plutôt vers le bleu, qui est une couleur de tradition, que les partis de gauche sont traditionnellement plutôt tournés vers la couleur rouge, qui est une couleur de combativité, de vitalité, de vivacité, même de révolution. Et que les partis écologiques ont la couleur verte, qui est une couleur de la nature, mais au-delà de ça, c'est une couleur de sérénité, d'apaisement. Et donc là, je vous le dis très grossièrement, mais chaque couleur a une signification particulière. Et lorsque vous ne savez pas quelle couleur utiliser, vous pouvez, par exemple, commencer par vous dire mais qu'est-ce que j'ai envie d'inspirer, quelle notion j'ai envie d'inspirer, et retrouver à quelle couleur correspond cette notion. Très rapidement, je ne saurais que trop vous conseiller d'avoir un dictionnaire des symboles. Je pense que quand on fait la formation, quand on éduque, quand on est dans l'enseignement, le dictionnaire des symboles, c'est un outil très riche. Il n'y a rien de mieux que le dictionnaire des symboles pour connaître toutes les particularités de chaque couleur, de chaque nuance. Et aussi, c'est un formidable outil pour créer vos cartes mentales parce que ça aide à créer des liens entre les notions, entre les concepts. Alors maintenant, on va rentrer dans la partie plus pragmatique. Je vais essayer de vous partager les meilleurs outils que vous pouvez utiliser, vous, lorsque vous créez vos visuels pédagogiques. Donc, maîtriser sa création pédagogique, c'est, pour reprendre les grands principes du design pédagogique, c'est d'abord personnaliser,
simplifier. Alors, quand je dis simplifier, ce n'est pas simplifier le propos, mais c'est bien simplifier le mode de transmission de l'information, et c'est automatiser, c'est-à-dire gagner du temps. Parce que quand on enseigne, quand on fait de la formation, c'est déjà un travail qui est très lourd en termes de transmission, en termes d'enseignement, et donc tout ce qui est en lien avec le visuel, même si pour moi c'est ma passion et je pourrais vous en parler 1000 ans, pour vous, l'idée c'est de pouvoir automatiser votre création de visuel pour gagner un maximum de temps. Alors d'abord, on a sur Canva un tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un tableau dans lequel vous allez pouvoir insérer tous vos éléments tous vos éléments professionnels, que ce soit vos images, que ce soit vos couleurs, donc vos palettes, et également vos typographies, vos polices. C'est très important de travailler avec ce tableau de bord pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que ça va vous permettre d'harmoniser et de rendre votre communication cohérente. N'oubliez pas que pour pouvoir toucher vos élèves, votre audience, il est important qu'ils puissent vous cerner, qu'ils puissent connaître votre visage. Et donc, lorsqu'on fait des formations et qu'on enseigne, notamment à travers le digital, même si ce n'est pas uniquement le cas, mais en tout cas, quand on utilise le digital, ce qui est presque incontournable aujourd'hui, il est important d'avoir une cohérence, de donner un visage à vos cours, à vos supports. Donc, le fait d'avoir toujours les mêmes images, les mêmes couleurs, les mêmes typographies, ça permet de créer votre voix. La typographie, elle va identifier, cristalliser votre voix, et la couleur de palette, elle va cristalliser votre visage. Lorsque vous aurez installé vos éléments dans le tableau de bord, vous pourrez les retrouver très facilement donc sur Canva. Et en gros, l'avantage, c'est que vous pourrez les retrouver ici. Ici, vous pouvez retrouver toutes vos palettes. Et lorsque vous créez un visuel, il vous suffira de cliquer sur l'une des palettes pour l'adapter automatiquement aux couleurs de votre cours. Si par exemple, vous voulez utiliser un modèle sur Canva, vous le rentrez ici sur le bloc de travail, vous sélectionnez ici la palette style, vous cherchez toutes vos palettes, vous cliquez et l'image va être automatiquement adaptée à vos couleurs. Donc là, on est toujours dans un processus d'automatisation et de gain de temps. Pareil pour la typographie. Là, ici, c'est le même exemple avec la typographie parce que vous voyez ici, vous pouvez choisir soit d'adapter les couleurs, soit d'adapter les polices, soit d'adapter les deux en même temps. Donc nous, les palettes style, par exemple, c'est un outil qu'on utilise aussi quotidiennement. Pardon, il y a eu un petit souci. Voilà, c'est bon. Alors, un autre outil qui est la Canva Color Wheel. Bon, ça, c'est un autre outil préféré. Bon, moi, je l'utilise quotidiennement. On est beaucoup de techniciens chez Canva l'utilisent aussi quotidiennement. C'est un outil qui va vous permettre de pouvoir harmoniser, de pouvoir créer des palettes de couleurs à partir de votre couleur dominante. Par exemple, si vous avez choisi une couleur dominante pour votre cours, ou si vous avez un logo, par exemple, vous pouvez entrer ici le code couleur, votre code couleur, et la roue, la color wheel, va automatiquement vous générer différents types de palettes. Et elle va vous générer les palettes qui correspondent le mieux à votre couleur. C'est le meilleur outil pour éviter les erreurs de couleur colorimétrique. Ici, c'est la Color Palette Generator. C'est un outil qui est très pratique, qui vous permet en fait de pouvoir générer une palette à partir d'une photographie. Ça peut être intéressant si vous choisissez d'insérer une photographie dans votre cours et que vous souhaitez harmoniser votre visuel avec cette photographie. La reconnaissance colorimétrique, c'est un autre outil qui peut vous être utile. Lorsque vous entrez une photo dans Canva, Canva vous extrait automatiquement à l'intérieur de l'outil les couleurs de la photo. Vous pouvez retrouver tous les outils de la base colorimétrique, tous les outils colorimétriques sur un site. On les a réunis en ligne pour l'instant, donc sur le site canva.com/colors. Donc là, vous allez trouver la Color Palette Generator, voilà, dont je viens de vous parler, la Color Wheel, mais aussi la Color Palette IDs. En fait, la Color Palette IDs, c'est une plateforme, c'est un océan de palettes. Au fur et à mesure que nos techniciens créent de nouveaux visuels, ils insèrent leur palette sur ce site, sur cette page. Ce qui fait que lorsque vous ne savez pas quelle couleur, si vous recherchez une couleur, si vous recherchez une palette, mais que vous ne savez pas vraiment par quoi commencer, vous pouvez aller sur cette page. Il y a de grandes chances que vous trouviez de l'inspiration. Ici, c'est la page des color meanings. On a fait une page sur laquelle on a rentré toutes les significations de toutes
les couleurs et de toutes les nuances. Je vous recommande de retenir ce lien. Nous, c'est un lien sur lequel on va souvent. Je pense que ça peut vous aider. En tout cas, en termes d'harmonisation et de cohérence de visuel, c'est un atout intéressant. Alors, chez Canva, en termes d'intuitivité, de travail, on est très sensible à la collaboration. Nous, comme je vous l'ai dit, on travaille tous ensemble sur Canva. Canva est notre outil premier de travail. Et donc, la question de la collaboration, elle est importante autant dans nos procès de travail que dans l'outil même de Canva, puisque sur Canva, vous pouvez collaborer ensemble, soit par équipe, soit par groupe. Et on a également créé Canva Éducation, qui est axé pour les enseignants de la maternelle à la terminale, ce qui n'est pas votre cas aujourd'hui. Mais vous pouvez quand même le consulter, même si Canva Éducation est gratuit pour cette catégorie d'enseignants, vous pouvez quand même aussi le consulter et choisir l'option qui vous convient le mieux entre la plateforme Canva Pro ou Canva Éducation. Donc la question de la collaboration, elle permet trois choses. La centralisation, c'est-à-dire la centralisation des données. Le fait de pouvoir travailler en équipe sur Canva, ça va vous permettre de pouvoir centraliser, réunir tous vos documents. Ça va vous permettre de partager également, puisque vous pouvez réagir par le biais de commentaires sur un visuel. Vous pouvez taguer les membres de votre groupe sur un visuel et sur Canva, et ça vous permet d'interagir. Sur Canva Pro, l'interaction, elle se crée à partir de la création d'équipes. Vous pouvez créer des équipes, créer des dossiers, centraliser tous vos cours, par exemple, et les mettre à disposition de vos élèves. Donc là, voilà, on retrouve les dossiers. Voilà, vous pouvez retrouver ici tous vos dossiers. Vous pouvez intégrer des applications. Vous pouvez également créer des groupes et gérer les confidentialités pour chacun des groupes. Et puis aussi, vous pouvez connecter en fait votre compte Canva à votre LMS, donc à votre plateforme éducative. Pareil ici pour le système Canva Éducation qui, lui, ne fonctionne pas en équipe, mais fonctionne en classe. C'est exactement le même système, c'est juste le processus qui change, c'est juste le nom qui change. Donc, en gros, là, vous pouvez créer des classes si vous souhaitez avoir une approche plus traditionnelle, moins entrepreneuriale. Et donc, là, ici, vous avez le lien direct pour connecter Canva à votre LMS. Et puis, vous pouvez ici gérer votre classe avec, là encore, les personnes, les classes, les modèles et les applications que vous souhaitez utiliser. Alors, pour faire le point aujourd'hui sur ce qu'on a abordé et sur la façon qu'on a, nous, chez Canva, de percevoir le design pédagogique, mais le design en général, c'est qu'on part de l'idée que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et c'est un mojo, voilà. C'est ce à quoi on va se référer constamment lorsqu'on travaille, lorsqu'on va créer un document de travail, et même lorsque nos techniciens développent la plateforme. La question de la simplicité et la facilité, elle est dans l'ADN de Canva, mais elle est dans l'ADN, elle doit être dans l'ADN de toute démarche en lien avec le design pédagogique. Et puis, surtout, n'ayez pas peur de vous engager du contenu. Lorsque vous enseignez, lorsque vous formez, la question de l'engagement, elle est d'autant plus importante qu'on n'est plus du tout aujourd'hui dans un rapport d'enseignement qui est distancié, avec le professeur distancié, qui est debout devant son tableau et la classe d'élèves qui est assise et bien à l'écoute. Comme je vous l'ai dit, il y a un rapport d'égalité entre l'apprenant et l'appreneur. Et puis, il y a aussi un fort impact autour du ressenti d'émotion, c'est-à-dire générer une émotion, c'est quelque chose, un point d'appui, un point d'accroche qui va permettre de faciliter la mémorisation, qui va permettre de faciliter aussi et surtout la concentration du cerveau sur le propos et sur l'information. Et puis, pour en revenir sur l'anecdote du professeur, on a tous le souvenir d'un prof qui nous a marqué, et s'il nous a marqué, c'est aussi parce qu'il y avait cette cohérence cette connexion, cette cohérence entre le propos qui était partagé et l'état d'esprit, en fait. L'état d'esprit de la personne, l'engagement dans la transmission. Et c'est cette connexion, c'est cette passion-là qu'il faut essayer de transmettre quand on
pense à une stratégie de design pédagogique, quel que soit votre public et quelle que soit la thématique que vous enseignez. Voilà. Eh ben, Merci écoute, beaucoup. merci Afifia. Je vois les réactions, hein, je les lis dans le chat, donc elles sont très positives. En tout cas, il y en a qui ont beaucoup apprécié, mais donc du coup, il y a aussi pas mal d'intérêt et de questions. Ouais. Donc je vais les lire doucement. Alors voilà, merci, merci, merci. Donc là, tu peux découvrir le chat tranquillement. Désolé si je rate des questions, il y a beaucoup de messages dans le chat, mais si vous avez des questions, privilégiez plutôt l'espace questions de Zoom. Ça me permettra d'être plus précis. Première question qui est sur une fonctionnalité assez précise. Est-ce qu'on peut Ouais. travailler à plusieurs en direct, donc peut-être avec une classe notamment, sur la composition d'une carte mentale? Bien sûr. Alors, en fait, quel que soit le document sur lequel vous travaillez, vous pouvez tous y travailler ensemble en groupe. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai partagé également les modèles de brainstorming et de moodboard. C'est pour vous montrer à quel point on peut travailler ensemble sur un même visuel. C'est tout l'intérêt. On peut être plusieurs sur un même visuel, sur une même page. Super. Alors il y a petit point technique, il y a énormément de questions sur est-ce qu'on aura accès à un replay. Donc oui, la réponse pour tout le monde est oui, il y aura un replay. En revanche, Afifia, donc là je te pose la question, est-ce qu'il y aura accès à ta superbe présentation ou non? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, très bien. Non, mais par contre, ce que je peux faire, en général, ce que je fais, c'est que je partage la présentation avec tous les outils et les points clés. C'est-à-dire que je peux partager les slides avec les templates et Et bah, et encore les mieux. outils que je Encore mentionne. mieux. Et bah, Voilà. voilà, comme ça, vous aurez le package complet. Moi, j'enverrai un mail à tous les participants avec donc, le replay et avec du coup les outils que tu me fourniras s'il y en a. Ouais, Et également, d'ailleurs, j'en profite, un code de promotion pour Canva de moins 20% qui ouais. sera du coup envoyé par email également. Et en parlant rapidement de pricing, je crois qu'il y a quelques questions sur quelle est la différence entre Canva gratuit, pro, éducation en termes de fonctionnalité et aussi de prix, certainement. D'accord. Alors, en ce qui concerne Canva Pro, donc il y a Canva gratuit. D'abord, sur Canva, on peut l'utiliser gratuitement. Il y a un grand nombre de templates, de fonctionnalités que vous pouvez utiliser, même si elles ne sont pas toutes présentes. Donc ça, vous pouvez déjà utiliser Canva, même si vous ne souhaitez pas avoir un abonnement. Canva Pro a un grand nombre de fonctionnalités en plus. Parmi ces fonctionnalités, il y a notamment le redimensionnement automatique, le background remover. Parmi les… Attendez, je regarde les outils que je vous ai partagés pour voir quels sont les outils que vous pouvez retrouver en pro parmi ceux que je vous ai cités. Si on pourra envoyer un lien également à ceux qui sont intéressés pour avoir les différences, c'est possible. Ouais. Ben, je vous enverrai un lien. Mais en tout cas, voilà, on a un grand nombre d'outils. Alors après, en ce qui concerne les outils de reconnaissance colorimétrique, le lien canva.com/colors avec tous les outils colorimétriques, ils sont accessibles gratuitement. Voilà. Oui, Canva Pro, l'avantage de Canva Pro surtout, c'est que ça va vous permettre de travailler en équipe. C'est ça l'avantage. C'est que vous avez accès à toutes les fonctionnalités de collaboration. En ce qui concerne Canva Éducation, c'est un outil qui est axé sur l'enseignement. Donc, Canva Éducation est gratuit pour tous les enseignants de la maternelle à la terminale. Si vous ne voulez pas l'utiliser en gratuit, vous pouvez y accéder donc du coup par le biais d'un abonnement et accéder à toutes les fonctionnalités. La différence entre Canva Pro et Canva Éducation, elle se situe surtout au niveau des templates. C'est-à-dire que sur Canva Éducation, on a énormément de templates qui sont axés sur l'enseignement de la maternelle à la terminale, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de templates que vous pouvez trouver sur Canva Pro, que vous allez trouver également sur Canva Éducation. Mais on va dire que Canva Éducation fonctionne non par groupe ou par formation, mais par classe. Donc, on est vraiment dans une approche enseignant-élève. Donc, Voilà. donc, si vous êtes plutôt dans l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, c'est peut-être plus Canva Pro, du coup, vers lequel il va falloir se tourner. C'est ça. Nous, on s'est concentré aujourd'hui sur la formation pour adultes. Après, voilà, vous trouverez sur la page, notamment Facebook, Canva Éducation. Je vais vous partager ici, en dernière slide, je l'ai mis ici, Canva Éducation France. On a créé un groupe sur Facebook. Alors, sur Facebook, vous pouvez nous trouver sur Canva France, sur nos pages. Mais on a également créé un groupe qui est axé sur l'éducation, qui est Canva Éducation France, que je vous invite à rejoindre, et sur laquelle Sacha Lehmann, ma collègue, elle est spécialisée sur Canva Éducation sur cette page et uniquement sur Canva Éducation.
Et donc, la différence, elle est là. C'est une approche plus pédagogique traditionnelle sur Canva Éducation. Et sur Canva Pro, on est plus sur une approche professionnelle, formation pour adultes. Très clair. On me demande s'il y a une compatibilité avec PowerPoint pour construire ces formations. Il me semble que c'est le cas, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez tout utiliser. Vous pouvez intégrer toutes vos applications à Canva. Voilà. Vous pouvez choisir d'intégrer vos applications sur Canva. Là, par exemple, est-ce qu'on voit toujours mon écran? On voit toujours ton écran. Ok, super. Tout à fait. Donc, hop. Là, en gros, ici, vous allez défiler. Ici, vous avez un grand nombre de fonctionnalités. Et sur les fonctionnalités, vous pouvez intégrer énormément d'applications. Je recommande quand même, pour PowerPoint, nous, on utilise beaucoup Canva pour les présentations. Donc, vous pouvez intégrer PowerPoint, mais vous pouvez aussi et surtout utiliser Canva pour présenter, pour faire votre présentation. Comme ça, vous avez une cohérence qui est totale. Ça, c'est un choix, mais en tout cas, si vous souhaitez le faire, vous pouvez. Donc peut-être une intégration EduSign Canva, il faut qu'on trouve l'angle d'approche, mais éventuellement un jour, on travaillera du coup là-dessus. Ben oui, avec le bouton Canva, avec le Canva button sur EduSign, ce serait super. Bah, écoute, on pourra en discuter. Ouais. Alors, je regarde les différentes questions, on en a pas mal. Pour un usage en entreprise qui est la version la plus adaptée, je pense que ça, on y a répondu, donc ça sera plutôt Canva Pro. Ouais. Y a-t-il une possibilité d'intégrer Canva avec ses animations dans Klaxoon? Est-ce que tu as la réponse à ça plus précisément? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, mais je peux me renseigner. C'est parce qu'il y a trop d'intégrations, c'est pour ça, on ne peut pas toutes les connaître. Ouais. Très bien. Alors, on te redemande le site pour les outils colorimétriques, donc c'est canva.com/colors. Voilà, COLORS. Alors, petite question sur la différence entre les templates de brainstorming et les cartes mentales. Est-ce que tu saurais nous dire un peu quelle est la différence entre les deux? Oui. Alors, en fait, le template de brainstorming, c'est comme si c'était l'étape avant la carte mentale. En fait, je vais retourner dessus. En fait, sur un visuel de brainstorming, ce qu'on fait, c'est en gros, c'est un brouillon. C'est-à-dire qu'on a une image, on a une thématique centrale et on va tout cracher, on va tout lâcher, on va lâcher toutes nos idées, on va les réunir sur un même document. Voilà. Alors que la carte mentale, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va organiser les informations qu'on a obtenues en vrac dans le brainstorming, elle va les organiser, elle va les hiérarchiser. Donc en fait, dans la carte mentale, on a une hiérarchisation qu'on n'a pas dans le brainstorming. On a déjà pris du recul sur les informations qu'on a lâchées en brainstorming. Le brainstorming, c'est comme si c'était un brouillon, en fait. C'est un brouillon. Vous mettez dans ce brouillon tout ce à quoi vous pensez, et dans la partie carte mentale, vous organisez tous les éléments de ce brouillon. Très bien, super. Est-ce que les outils que tu as montrés sont disponibles dans la version gratuite? Ça, je crois comprendre que voilà, une grande partie. Une grande partie, et tous les outils colorimétriques sont disponibles gratuitement. Ce à quoi je crois que vous ne pouvez pas accéder en gratuit, c'est la mise en place de l'identité visuelle. Voilà, il me semble que vous ne pouvez pas mettre en place votre identité visuelle, ce qui voilà, ne vous empêche pas non plus de créer vos propres palettes, même sur Canva gratuit. Mais c'est vrai que sur Canva Pro, il y a une facilité, justement, une intuitivité qui fait que vous gagnez vraiment du temps. Et par exemple, pour ceux qui ont aussi des réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez aussi utiliser le planificateur, parce que sur Canva, vous pouvez créer vos visuels et les intégrer dans un calendrier qui va automatiquement poster votre contenu sur vos réseaux. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font de la formation aussi en ligne sur les réseaux, mais c'est aussi un outil qui peut vous intéresser et qui est accessible sur Canva Pro. C'est certain. Question par rapport à Canva Colors et Canva Pro. Est-ce qu'il est possible d'exporter les palettes créées dans Canva Colors vers Canva Pro? Est-ce qu'on peut synchroniser tout ça? Ah, mais bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, vous pouvez… Super. Alors déjà, quand vous utilisez, par exemple, si on parle, par exemple, de la Color Palette Generator, c'est-à-dire l'extraction de photos, l'extraction de palette à partir d'une photo, il vous suffit de cliquer sur la couleur et en fait, le code couleur va être automatiquement copié et il vous suffit ensuite de le rentrer sur Canva, de le rentrer dans votre visuel. Super. Eh bien, écoute, c'est très clair. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions qui se répètent, hein, donc je ne vais pas forcément aller là-dessus. Je ferai un petit peu. Moi, j'avais une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu as des exemples
peut-être que tu as des clients avec qui tu as travaillé, pour qui ça s'est très bien passé et d'autres avec qui ça s'est moins bien passé? Et qu'est-ce qui, dans les deux cas, s'est passé? Quelles sont peut-être les erreurs vraiment à éviter? Absolument. On en a un petit peu parlé pendant le webinaire, donc éviter d'avoir, par exemple, plusieurs typographies, plus de deux. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça, erreurs qui peuvent revenir et qu'il faut un peu Ouais. éviter, qui permettent de passer au niveau supérieur? Alors, parmi les erreurs qui sont à éviter et qui sont courantes, c'est le fait de donner trop d'informations. Trop d'informations, en fait, ça perturbe la concentration. En fait, on est quand même. Le défi aujourd'hui, c'est la concentration, c'est de capter l'attention. Et en fait, en gros, que ce soit dans l'enseignement, dans la formation et même dans l'influence en général, le défi, c'est ça. C'est comment capter l'attention à une époque où on a de moins en moins d'attention. Et donc, dans une époque où on a de moins en moins d'attention, l'enjeu, c'est de diminuer, de réduire le trop-plein d'informations, d'éviter ça, d'éviter le consumérisme, de hiérarchiser, de séquencer, c'est-à-dire créer des séquences, des modules différents, variés. En gros, il faut créer un chemin. Il faut créer un chemin de compréhension. C'est pour ça que la question de la carte mentale, elle est intéressante. C'est un point qui est important à connaître parce que lorsque vous arrivez à réussir à créer une carte mentale, forcément, le même système de construction, le système de construction d'une carte mentale est similaire au système de construction d'un cours. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir hiérarchiser, créer un système séquentiel et globalement, en fait, le gros conseil, le conseil principal, c'est le storytelling. Raconter une histoire. Il faut que ce soit ludique. Il faut raconter une histoire. Il faut intégrer l'autre. La question de l'engagement dans le design pédagogique, elle est là. Comment on fait pour engager des élèves dans ce qui vous anime, dans ce qui est votre métier, dans ce qui est votre domaine d'excellence? C'est de pouvoir inspirer, de donner envie aux autres de s'intéresser à ce qui vous anime. Et donc, le storytelling est excessivement important. Et en fait, s'il n'y a pas cette partie humaine, cette partie psychologique, au départ même, au fondement même de votre création des supports pédagogiques, il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Donc, pour moi, le point le plus important, c'est d'abord l'engagement, c'est-à-dire avoir une vraie réflexion sur son métier, sur ce qu'on veut transmettre, et pas transmettre pour transmettre. Ne pas se dire qu'on va créer des visuels pour qu'ils aient le maximum d'informations. Ce qui compte, c'est qu'au-delà d'avoir un maximum d'informations, c'est que l'audience soit happée et intégrée dans le domaine qui est le vôtre. C'est ça d'abord. Donc, il faut plutôt se la jouer Steve Jobs avec des slides un peu épurés et raconter une histoire. C'est l'objectif. Alors, peut-être pas On à peut ce parler de point-là. Steve Jobs, mais oui, on pourrait remonter plus loin. Steve Jobs, après, c'est un cliché, on n'est pas tous Bien des sûr. Steve Jobs, mais au-delà de ça, même être juste la maîtresse de CP qui nous a marqué ou le prof de terminale qui nous a changé notre regard, notre perception. C'est ça en fait le but. Ce qui va faire qu'on va choisir des éléments et qu'on va créer un storytelling, qu'on va gérer son organisation de pensée, son organisation de transmission, c'est que on va être inspiré comme au cinéma. C'est la clé de la publicité, c'est la clé en tout, dans tous les domaines, que ce soit en politique, dans l'art, dans le cinéma, c'est la clé. Et c'est la clé aussi parce que c'est ludique et on apprend en s'amusant. C'est Ça me permet d'aller sur la question suivante. Donc, y a-t-il un ouais. autre webinaire destiné aux entreprises et où la communication est digitale? Et moi, en fait, j'ai envie de répondre, avant que tu complètes, que finalement, tous les principes que tu as évoqués là, Fifia, ça s'applique en fait au-delà de l'éducation. C'est-à-dire que la typographie, le jeu des couleurs, le storytelling, tout ça, même en entreprise, même dans la communication digitale, c'est quelque chose qui reste essentiel. Alors oui, complètement, ça reste complètement essentiel. Alors après, là, cette présentation, ce webinaire, il est quand même axé sur la formation et l'éducation. Donc, il y a au niveau des modèles, c'est très spécifique. Au niveau des outils, c'est quand même assez spécifique. Si j'avais fait un webinaire pour des entrepreneurs, j'aurais eu une autre approche, j'aurais parlé d'autres choses, j'aurais peut-être pas fait mon focus sur le design pédagogique. Mais effectivement, ces valeurs-là et ces concepts-là se retrouvent un peu dans tout, en fait. Ils sont universels aujourd'hui. En ce qui concerne, pour répondre à la question, on fait un grand nombre de webinaires qui sont axés effectivement sur les entrepreneurs. On va en faire prochainement. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et Instagram Canva France parce qu'on l'annonce régulièrement. Il y a plusieurs webinaires qui vont arriver en décembre et janvier.
Voilà, bon, bah, au moins, c'est très clair. Pas de Voilà. souci là-dessus. Alors, une question de Idriss, y a-t-il un module QCM pour évaluation des apprenants? Alors là, pour le coup, je pense qu'il s'est un peu trompé de logiciel. Ce serait plutôt du côté d'EduSign si vous cherchez a priori des questionnaires Ouais. et ce genre de fonctionnalité. Là, on est Mais plutôt vous sur pouvez aussi le les créer contenu. sur Canva. Ah là Vous là, mais on pouvez peut tout aussi faire les avec créer Canva. sur Non, Canva. mais il faut pas dire ça. Vous avez vous Mais avez volé tout le Elliot, monde. je suis désolée, c'est l'idée. C'est l'idée. Et puis en plus, la particularité de Canva, c'est que en fait, on développe notre plateforme. En fait, on est très proche de nos utilisateurs et c'est particulier parce que Canva, c'est une grosse entreprise, mais c'est une start-up. Donc, on fonctionne comme une start-up, ce qui fait qu'on évolue constamment et qu'on adapte notre plateforme constamment aux besoins de nos utilisateurs. Et donc, l'idée, c'est pas uniquement d'être un outil de création graphique, c'est d'être une plateforme, un outil tout en un sur lequel on peut tout faire et qui prend le visage de celui qui l'utilise. C'est-à-dire que le compte Canva d'un entrepreneur dans la mode ne va pas avoir le même visage que le compte Canva d'un enseignant en primaire ou d'un formateur à l'université. Eh bien, Donc, super. c'est ça la Et bah, dans ce cas, particularité. allez faire des beaux QCM qui seront certainement très colorés avec plein d'images Ouais, sur et Canva vous pouvez nous les directement. partager, vous pouvez nous taguer lorsque vous les créez, on sera ravis de les repartager en story. Super. Voilà. Je vois d'autres questions aussi. Quelqu'un, Elisa Cheval, qui Oui. demande l'appli dessin est-elle disponible dans le Canva gratuit? Non, pas encore. Pas encore. Pour ceux qui l'ignorent, effectivement, il y a l'application dessin qui est la version bêta pour le moment, qui est à laisser là sur Canva. Donc, si certains veulent l'utiliser, elle va être amenée à évoluer en courant 2022. Il y a un spectateur anonyme qui demande Canva Éducation est accessible pour les formateurs? Oui, bien sûr. En fait, c'est à vous de choisir si vous voulez un système de classe ou un système de groupe. Quid des tarifs pour la formation pour adultes et l'enseignement, s'il vous plaît? Alors, pour la formation pour adultes, je pense que Canva Éducation et en fait, vous pouvez y accéder lorsque vous avez un compte Canva Pro. Et donc, le prix de l'abonnement, il me semble, est de 11,99 € par mois. Voilà. Donc, tout ce qui est pricing, hein, il y a beaucoup de questions sur ce sujet. On enverra les liens pour que vous puissiez creuser en fonction de votre besoin, parce que tout le monde est un Ouais. petit peu différent ici, Et il j'imagine. y a Richard Nicolini qui nous dit pourquoi interdire l'accès gratuit à l'université. Alors en fait, c'est pas que l'accès est interdit, c'est juste qu'effectivement, là pour le moment, on a focus Canva Éducation, c'est surtout centré, c'est une plateforme qui se concentre surtout sur le public maternel, terminal, c'est le cas pour le moment. On espère peut-être que ce sera différent et que ça va s'élargir. Mais en tout cas, oui, c'est sûrement aussi en raison des modalités éducatives et des modalités de travail. On n'a pas la même façon de travailler et de collaborer dans ce secteur-là, dans ce profil, c'est-à-dire entre la maternelle et la terminale, qu'à partir de l'université ou dans les formations professionnelles. C'est surtout une différence de mode de transmission et de collaboration. Très bien. Alors, est-ce que l'outil de création de vidéos annoncées sera disponible en partie sur la version gratuite? Alors, c'est déjà disponible. Bien Vous ce qui me pouvez semblait déjà également, oui. Ouais, vous pouvez déjà, tout ce qui est vidéo, c'est déjà disponible. Vous pouvez customiser toutes vos vidéos, entrer vos propres vidéos dans des cadres justement animés. Vous pouvez faire vos propres montages vidéo. Vous pouvez vous enregistrer également. Si vous voulez, par exemple, faire une présentation enregistrée, la télécharger, l'envoyer à tous vos élèves ou à tous vos contacts en même temps. Parce que, effectivement, la diversité, la pluralité de la communication aujourd'hui fait que tous les cours ne se font pas en direct. Ils peuvent se faire aussi par le biais de formations payantes sur laquelle vous payez des cours et vous les recevez par mail. Et donc, c'est des cours dans le même cadre du direct où on vous voit, on voit votre visage, on vous entend, etc. Donc, ça peut être aussi intéressant pour doubler aussi vos contenus si c'est ce que vous souhaitez. Et sur la version gratuite, vous avez accès à toutes les vidéos. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas accéder au montage vidéo. Le montage vidéo est pour l'instant une fonctionnalité qui est payante. Super, bah, écoute, c'est très clair. Je vois que le temps défile, on est déjà à quasiment 55 minutes de webinaire. Ce que je te Ouais. propose, c'est peut-être si tu as un dernier mot, un dernier message à faire passer, c'est le moment et après on clôturera ça tranquillement. Franchement, amusez-vous. Voilà, amusez-vous, prenez du plaisir à transmettre, prenez du plaisir à créer des visuels. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Parce que nous, en gros, dans notre outil, en ce qui concerne Canva,
tout ce qui nous anime, c'est de rendre l'utilisation de notre outil aussi facile qu'amusante. Et c'est exactement la même chose qu'on attend en design pédagogique. Faire en sorte que la connaissance, que l'économie de la connaissance, qui est la seule économie où plus on s'enrichit, plus les autres s'enrichissent, et bien du coup, quand on s'amuse, c'est la meilleure façon d'apprendre et de transmettre. Écoute, Voilà. merci beaucoup. Moi, j'ajouterais à cela, donc déjà, merci à Fifia d'avoir partagé avec nous aujourd'hui toute cette belle présentation. Je pense que ça en aura servi à plus d'un et même moi, j'ai appris quelques éléments, donc c'est toujours intéressant. Si jamais vous avez apprécié ce webinaire, c'est toujours sympathique de nous le dire. Donc, faites-le savoir sur Canva France, par exemple, sur la page Facebook, sur LinkedIn, ou envoyez-nous un petit message, même sur EduSign. Voilà, on sera toujours ravis d'avoir vos retours. Et si vous avez des idées, d'ailleurs, pour d'autres webinaires, éventuellement pour Canva ou pour EduSign, n'hésitez pas. C'est ce que Ça, voilà, j'allais proposer, Eliott. c'est effectivement toujours plaisant pour nous de faire cet exercice. Et n'hésitez pas aussi à nous retrouver donc, du coup, sur nos comptes Facebook et Instagram Canva France, et aussi sur le groupe Canva Éducation France, sur lesquels des formateurs et des enseignants échangent des astuces, des tips, des conseils, des templates. Ça peut peut-être vous aider. Parfait, bah, écoute, c'est super. Si jamais vous voulez rejoindre une autre communauté, EduSign a aussi une petite communauté, mais plutôt réservée à ses clients pour le moment. Donc, il faut rentrer dans le club avant de pouvoir y avoir accès, contrairement à vous. Quoi qu'il en soit, on enverra donc le replay et peut-être du coup la présentation avec les liens et tout ce qu'il faut par rapport au pricing et autres Ouais. par email. Et puis, sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous Merci dis tout le monde. à bientôt. Merci à Merci. Fifia. Au revoir.